J'ai récemment été recruté pour travailler pour le gouvernement américain. Et aujourd'hui, je me prépare pour ma première mission. Nous enquêtons sur une entreprise appelée Rion Global, car des rapports indiquent qu'elle effectue des modifications génétiques non autorisées et illégales sur des animaux dont la viande est ensuite commercialisée. Rien qu'en lisant cette introduction, vous pourriez penser que je travaille pour la FDA, ou peut-être pour le CDC. Ces deux suppositions sont fausses. Je travaille pour le FBI. Je m'appelle Dexter Watson et, pour être plus précis, je travaille pour la branche surnaturelle du FBI. Et oui, je sais très bien qu'une telle branche n'est censée pas exister. Contrairement à ces autres organismes plus normaux, c'est nous qu'on appelle quand une affaire risque d'avoir franchi ce que l'on appelle le seuil Clarkson. Je ne sais pas exactement pourquoi on l'appelle ainsi, je suis encore nouveau ici, mais cela désigne la ligne invisible qui sépare les choses que le public peut savoir, de celles qu'on lui empêche de découvrir. La FDA et le CDC. Ils sont bien en dessous du seuil Clarkson. Comme je l'ai dit, je suis encore un bleu. J'étais en 3e année d'université l'an dernier quand ils ont commencé à me recruter. J'étudiais à Penn State grâce à une bourse de football, le seul moyen que j'avais trouvé pour me payer la fac. Et ils m'ont fait passer plusieurs tests sans même que je m'en rende compte à l'époque. Ce qui, avec du recul, est plutôt flippant. Quoi qu'il en soit, je les ai tous réussis, et j'ai reçu la confirmation de ma réussite dans une enveloppe sans le moindre signe distinctif. À l'intérieur, il y avait aussi une proposition. Me retrouver à un endroit donné pour discuter d'un poste. C'était aussi simple que ça. Aucun montant, aucune description du poste. La seule info concrète figurait en bas de page. Une version modifiée du logo du FBI. Ça ressemblait au logo officiel, sauf pour l'insigne rayé rouge et blanc au centre. Normalement vierge, il affichait ici deux formes. Une sorte d'ellipse oblongue, en diagonale, traversée par un long rectangle irrégulier, avec plusieurs segments qui ressortaient ou rentraient, formant une silhouette complexe. Personne ne m'a encore dit ce que ces symboles représentaient. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai accepté ce boulot. Peut-être parce que j'en avais marre de ne rien faire de ma vie. Peut-être parce que le salaire et la sécurité de l'emploi me faisaient rêver. Ou peut-être tout simplement parce que j'avais envie d'aider les gens. Peu importe la raison, je me suis rendu au rendez-vous et après avoir entendu les détails, j'ai accepté. 3 semaines d'entraînement intensif et de briefing plus tard, j'y suis. À 2 jours de ma première mission. Une mission de routine, paraît-il. Les modifications génétiques, ça a l'air impressionnant et dangereux comme ça. Mais en réalité, ça ne l'est presque jamais. C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. On les repère généralement avant que les choses ne dérapent. Car les manipulations génétiques laissent une signature énergétique très facile à détecter. Du moins, quand on sait où chercher. On m'a associé à Scarlett Gill, une agente recrutée à peu près en même temps que moi. Résultat, on a suivi l'essentiel de l'entraînement ensemble. On a passé pas mal de temps côte à côte, même si on n'a pas eu le droit d'échanger quoi que ce soit de personnel pendant ces 3 semaines d'introduction. On a sué ensemble, on s'est entraîné ensemble, on a même plaisanté ensemble. On s'apprécie plutôt bien, mais on n'avait pas le droit de se parler de nos vies privées tant que la formation n'était pas terminée. Ce soir, on est encore ensemble, Scarlett et moi, à tuer le temps avant la mission. Elle est sympa, agréable à côtoyer, mais surtout, elle est loyale. Le FBI aime bien nous faire croire qu'on est en danger de mort, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un autre exercice. On aime ça beaucoup moins, mais à chaque fois, Scarlett m'a couvert du début à la fin. Voyant que j'étais pensif, elle a haussé les sourcils et m'a dit « 1 sou pour tes pensées ?» J'ai bien peur que tu n'en aies pas pour ton argent. Ai-je haussé les épaules. Ces 3 dernières semaines ont été une vraie tornade. Et maintenant, la chose la plus ennuyeuse qu'on ait à faire va être notre toute première mission. J'espère encore qu'on tombera sur une sorte de poulet mutant ou quelque chose comme ça. A-t-elle plaisanté? Peut-être une vache mangeuse d'hommes? Vraiment? On en est à espérer croiser une vache mangeuse d'hommes pour pimenter notre quotidien? Ai-je répondu. Je n'étais pas encore si désespéré. Tss, fit-elle en levant les yeux au ciel et en s'affalant sur sa chaise. je veux juste sortir d'ici, revoir des gens.
Peut-être que le PDG sera un mec mignon et célibataire qui a juste besoin de rencontrer la bonne fille pour se remettre sur pied. Peut-être que je vais trouver l'homme de mes rêves pendant cette mission. On va dans le Maine, hein? Faut pas t'attendre à croiser Ben Affleck. Ai-je lancé en riant. Ne te fais pas trop d'illusions. Et pourquoi? Tu penses que Jennifer Lopez t'attend là-bas? A-t-elle répliqué. Quelque chose comme ça. Ai-je répondu avec un clin d'œil. Elle a éclaté de rire. On plaisantait, échangeant des blagues d'avant-mission. Mais au fond, on savait très bien qu'il n'y aurait aucune romance pendant cette mission. Nous allions arriver sans prévenir, et il était impossible de savoir comment les gens de l'entreprise allaient réagir. Certes, ce n'était qu'un simple contrôle, pour les forcer à rester dans les clous. Mais s'ils paniquaient, ce ne serait pas le scénario le plus improbable. Quand le rire s'estompa et que le silence s'installa, Scarlett déclara « Tu sais quoi? On devrait sans doute aller se coucher. Le trajet jusqu'au Maine va être long. » « C'est clair, » ai-je répondu. En tant que bleu envoyé sur une mission de routine, on n'a pas été jugé assez important pour qu'on nous paie un vol. Résultat, on s'est retrouvé à conduire l'un des vieux SUV pourris que le bureau garde en réserve, à ce qu'on m'a dit, juste pour bisuter les nouveaux. Bâillant, je lui ai souhaité une bonne nuit, et on a chacun regagné notre lit pour la nuit. Hugo Mars. Je ne suis pas du genre à faire des cauchemars. Mais cette nuit, j'en ai fait un. Il se déroulait dans une forêt, je crois, et un homme sans visage se tenait devant moi. Derrière lui, sur sa gauche, il y avait un cheval sauvage, ruant et hennissant bruyamment. Il était entouré de ronces, et chaque fois qu'il se cabrait, il retombait lourdement sur les épines, s'empalant à chaque fois. Sur sa droite, il y avait Scarlett, attachée aux poignets et aux chevilles. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai voulu lui parler, mais j'ai découvert que j'étais complètement figé, incapable de bouger ou de faire quoi que ce soit, pendant que l'homme sans visage me regardait avec un air de défi. Je me suis réveillé en sueur, 1 heure avant que mon réveil ne sonne. Alors je suis allé prendre une douche en silence. Je me suis habillé et je suis sorti prendre l'air, laissant l'air frais du matin emplir mes poumons. Sortir si tôt m'a toujours apaisé. Cela remet les choses en perspective. La mission n'est qu'une mission. Le rêve n'était qu'un rêve. La base où nous étions stationnés se trouvait au cœur des montagnes blanches, dans le New Hampshire. De loin l'endroit le plus magnifique que j'ai vu de ma vie. Alors que le soleil se levait à l'est, je me suis appuyé sur une rambarde surplombant un horizon immense. La montagne tombait en contrebas, pour s'étendre en une vaste forêt qui s'étalait à perte de vue. Et après plusieurs kilomètres de feuillage, les premiers rayons, prémices du disque flamboyant qu'est le soleil, ont commencé à émerger. J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai soufflé lentement. Je me suis toujours demandé pourquoi il gâchait une vue pareille pour une base militaire, dit une voix derrière moi, me faisant sursauter légèrement. Je me suis retourné pour voir Carmen Clay, ma supérieure directe, qui, coïncidence ou pas, avait été promue à son poste à peu près au moment où Scarlett et moi étions arrivés. Elle s'est approchée de la rambarde et s'y est appuyée, observant l'horizon. Une telle beauté naturelle, et en contraste, la froideur implacable du bureau, 2 mondes totalement différents. Je me suis raclé la gorge et j'ai répondu « Oui, madame ». Elle m'a regardé un instant. Tu possèdes quelque chose que peu de gens ont, tu sais. Tu sais comment te raisonner, te retirer du bord du précipice. Et ça, dans ce métier, ça peut te mener loin. Merci, madame. Elle a gardé les yeux sur la forêt un moment, puis a ajouté « Un homme sage m'a un jour dit que pour chaque chose qui se passe bien lors d'une mission, 10 autres finiront par mal tourner au moment où tu commenceras à célébrer. Souviens-toi de ça. » J'ai hoché la tête, laissant ses paroles faire leur chemin, tandis qu'elle retournait vers le bâtiment principal. Au début, j'ai cru qu'elle participait simplement au bizutage du petit nouveau, mais ça ne collait pas avec ce que je savais d'elle. Cette phrase signifiait plus qu'un simple coup de coude complice. Scarlett s'est réveillée une demi-heure plus tard, et un briefing a suivi peu après. Il a été plutôt bref, car nous connaissions déjà la plupart des détails. C'était juste quelques informations générales qui ne nous avaient pas encore été données. Et puis, nous sommes partis, juste comme ça.
Pas d'au revoir, pas d'accolade, le briefing s'est terminé et nous avons pris la route. Il y avait environ 3 heures de route jusqu'au siège de Rion, à Old Town, dans le Maine. J'ai conduit pendant la première moitié du trajet et Scarlett a pris le relais ensuite. La conversation restait légère quand elle avait lieu, ce qui n'était pas souvent. Mais malgré tout, l'ambiance générale était plutôt optimiste. On a d'abord vu le panneau indiquant que nous entrions dans le Maine, une étape atteinte assez tôt dans notre trajet. Puis nous avons traversé Bethel, Skowhegan, Bangor, et enfin, nous avons aperçu les indications pour Old Town. Notre énorme SUV encombrant détonnait complètement dans cette petite ville. Même à mesure que nous approchions du centre industriel qu'était le siège de Rion, tous les véhicules ici étaient minuscules, de petites berlines, ou, pour les conducteurs plus aisés, des cabriolets ou des voitures de sport. Nous les dominions tous. Et dans une petite ville comme celle-ci, les rumeurs circulaient vite. Les gens se demandaient ce que nous faisions là, et ils ne cherchaient pas à le cacher. On nous dévisageait, et à mesure qu'on se rapprochait de notre destination, plusieurs personnes sortaient leur téléphone et composaient un numéro en nous voyant. Quand une troisième personne fit de même, je le fis remarquer à Scarlett. « Quelqu'un reçoit un avertissement anticipé de notre arrivée », lui dis-je en désignant l'homme au téléphone. « Ils sont très soudés ici. Tant pis pour l'effet de surprise. » Elle acquiesça. Ce n'est pas bon signe. S'ils ont des guetteurs pour prévenir quand quelqu'un approche, c'est qu'ils ont sûrement quelque chose à cacher. Et c'est à ce moment-là que le complexe immense apparut à notre vue. Le siège de Rion était impressionnant. L'entrée principale était dominée par une gigantesque statue du logo de l'entreprise, placée au centre d'une allée en forme de U. L'avant du bâtiment était une vaste structure vitrée, mais à l'heure où le soleil tapait, on ne pouvait pas encore voir à l'intérieur. La verrière montait sur plus de 2 étages, puis redescendait avant de se transformer en béton et de s'élever vers les bureaux des étages supérieurs. Il n'y avait que 6 étages de haut, mais sa largeur le faisait paraître aussi vaste qu'une petite ville. Nous venions d'en atteindre l'un des bords, et il restait encore près d'un demi-kilomètre à parcourir pour atteindre l'entrée centrale. « Pourquoi aurait-on besoin d'autant d'espace » murmura Scarlett, faisant écho à mes pensées. Puis, en s'approchant de l'allée, elle demanda « On se gare là-dedans ? Je ne vois aucun parking, rien du tout. » On a des plaques gouvernementales. C'est pas comme si on allait se faire embarquer. Mais ouais, c'est clairement étrange, répondis-je. Elle se gara donc dans l'allée, derrière la fontaine, juste devant les portes principales. Il y avait étonnamment peu d'activité, ai-je remarqué, alors que nous approchions des portes vitrées. Notre véhicule était le seul dans toute l'allée, et nous semblions être les seuls à entrer dans le bâtiment. Et à l'intérieur, c'était tout aussi vide, à l'exception d'une réceptionniste assise à son bureau. J'ai jeté un coup d'œil curieux à Scarlett, étonné qu'aucun mot d'accueil ne vienne de la réceptionniste. Nous avons laissé la porte se refermer doucement derrière nous. « Bonjour madame ?» appela Scarlett, sa voix résonnant dans le hall silencieux. « Nous sommes du FBI, nous aimerions jeter un coup d'œil aux installations. » Aucune réponse. Le hall était vaste, et il nous fallut un moment pour nous approcher après plusieurs tentatives infructueuses de communication. Nos pas résonnaient sur le carrelage, remplissant le silence oppressant de la pièce vide, tandis que nous avancions vers le comptoir. Puis, à mesure que les détails devenaient plus nets, il était évident que quelque chose clochait. La réceptionniste avait le regard vide. Elle n'était donc pas endormie, mais malgré cela, elle ne répondait pas. Nous ne l'avions pas remarqué avant de nous éloigner des fenêtres, là où la lumière naturelle ne nous atteignait plus. Mais les lumières étaient éteintes. Nous ressentîmes tous les deux l'étrangeté de la situation, et du coin de l'œil, je vis la main de Scarlett se poser sur la crosse de son pistolet, prête à dégainer au moindre signal. Je fis de même. Quand nous arrivâmes au comptoir, elle n'avait toujours pas réagi, pas même bougé. Quelque chose n'allait clairement pas. Sans dire un mot, je passai ma main devant ses yeux. Rien, puis je retournai ma main pour la placer devant ses narines. Je levai les yeux vers Scarlett. « Rien, dis-je. Elle est morte. » « Morte ?» répéta Scarlett, surprise. « C'est quoi ce bordel? Pourquoi elle est toujours assise à son poste ?» Peut-être qu'elle avait un problème médical, proposai-je. Préviens les supérieurs, je vais voir si elle porte un bracelet ou autre chose.
Scarlett hocha la tête et recula de quelques pas pour appeler via sa radio. De mon côté, je fis le tour du bureau. Il n'y avait aucun signe laissant penser qu'elle souffrait d'une pathologie, mais il ne me fallut pas longtemps pour découvrir la cause du décès. En basculant doucement son corps vers l'avant, je vis une blessure par balle d'où s'écoulait lentement du sang. Une petite ouverture, probablement une balle de calibre pistolet, et en soulevant sa chemise pour trouver la sortie de la balle, je vis que quelqu'un avait nettoyé la plaie. « Bon sang !» murmurai-je, jetant un œil vers Scarlett, toujours en train de manipuler sa radio. En me voyant, elle dit « Cette saloperie marche pas, je capte que des grésillements. Alors, c'est quoi le problème ?» « Elle a été tuée, » répondis-je, et quelqu'un a essayé de le cacher. Ils ont nettoyé la blessure à l'avant, donc. Puis, l'évidence nous frappa. Presque au même instant, Scarlett et moi comprîmes. Je sautai par-dessus le comptoir pour me précipiter vers la porte de l'autre côté du hall, et à peine avais-je commencé ma course, que la grille de sécurité en métal commença à descendre, ses engrenages grinçant bruyamment, enclenchant le mécanisme qui allait nous couper toute sortie. Scarlett avait un temps d'avance, étant déjà de l'autre côté du comptoir. Elle atteignit la porte alors que la grille n'était encore qu'à une trentaine de centimètres du sol. Elle frappa le verre du poing, puis, voyant que cela ne servait à rien, sortit son arme de service et tira sur la vitre, une fois, 2 fois, 3 fois. Mais les balles ne traversèrent pas. Le verre était par balle. « Merde !» s'écria-t-elle en frappant le sol avec la crosse de son pistolet. J'arrivais à son niveau à ce moment-là, et je regardais à travers les fines fentes de la grille qui laissèrent passer la lumière. « Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?» soufflai-je, secouant la tête. Scarlett se redressa lentement et observa le hall. « On est coincés ici. » Ces mots résonnèrent faiblement dans l'obscurité du hall, et nous restâmes silencieux un instant, réalisant pleinement notre situation. Il se passait quelque chose que quelqu'un était prêt à tuer pour dissimuler. Ce quelqu'un était riche, intelligent, avait non seulement anticipé notre visite, mais avait aussi les moyens de brouiller nos communications radio, ce qui exigeait non seulement des ressources, mais une position de pouvoir au sein de l'entreprise, ou, au minimum, suffisamment d'influence pour mener des collaborateurs à instaurer ce confinement. J'avais réduit les suspects potentiels au PDG ou à un directeur scientifique, le premier étant le plus probable. Mais tout cela, je l'avais compris dans la première minute suivant notre enfermement. « Et maintenant ?» demanda Scarlett en remettant son arme dans son étui. « Il n'y a qu'une seule chose à faire, » répondis-je. « Découvrir ce qu'ils veulent à tout prix nous cacher. »« T'es fou !» s'exclama-t-elle. C'était censé être une inspection de routine. On n'est pas équipé pour un échange de tirs. Pour tout ce qu'on en sait, un groupe terroriste pourrait avoir pris le bâtiment et être armé jusqu'aux dents. Je n'avais pas pensé à des assaillants extérieurs. « Et sinon, on fait quoi ?» demandai-je. Même si on voulait chercher une sortie et fuir, la seule direction possible, c'est celle du terrier du lapin. « J'aime pas trop ta métaphore, » nota-t-elle. Puis, après une pause, « Mais ouais, je suppose que t'as raison. Et si on doit s'enfoncer dans le labo génétique mortel ?»« Autant faire notre boulot ?» conclus-je. Elle acquiesça. « Adieu Ben Affleck et Jennifer Lopez ?» murmura Scarlett, alors que nous commencions à marcher vers le couloir menant au reste du bâtiment. Le hall avait été conçu de façon à ce que la réceptionniste puisse voir toute personne tentant d'entrer dans le complexe. Il n'y avait aucun meuble, même pas une plante en pot. Juste du carrelage blanc et froid, et le bureau. Derrière ce dernier, 2 portes, une à gauche, une à droite. Elles menaient à 2 zones bien distinctes, comme nous l'avions appris lors du briefing. À gauche se trouvait le secteur administratif, prise de décision, comptabilité, informatique. À droite, c'était la partie scientifique. Laboratoire et salle de test occupaient la majeure partie de l'espace. C'est là que nous nous dirigions. Si un indice existait quelque part dans cette maison obscure de la mort, nous étions convaincus qu'il s'y trouvait. Je pris la tête et nous passâmes de l'autre côté du miroir. Le couloir dans lequel nous entrâmes était toujours plongé dans l'obscurité, rendant la progression presque impossible. Scarlett sortit sa lampe torche et l'alluma, le mince faisceau transperçant les ténèbres et révélant une toute petite portion du couloir.
Ce n'était pas grand-chose, mais c'était toujours mieux que l'obscurité totale, même si de peu. L'obscurité oppressante ne nous offrait que peu de réponses à notre mystère. Le couloir, pour l'essentiel, ressemblait au hall, blanc, stérile, sans décoration. Parfois, un détail étrange, une tache sombre sur un mur, un néon arraché de son support et explosé au sol. Mais durant toute la première portion du couloir, rien de réellement concret. Jusqu'à ce que nous atteignions une porte, là, les choses commencèrent à se corser. La porte était faite du même matériau que le couloir. Si elle n'avait pas été entrouverte, nous ne l'aurions sans doute même pas remarqué. En l'examinant de plus près, je vis un lecteur d'empreintes digitales à sa droite. Elle devait être verrouillée électriquement, un verrou qui avait dû se désactiver en même temps que le courant avait sauté. « On entre ?» chuchota Scarlett. « On est déjà allé aussi loin », répondis-je sur le même ton. « Qu'est-ce qui pourrait bien nous arriver de pire ?» « Ne dis pas ça, tu sais que ça finit jamais bien !» protesta-t-elle. Je levai les yeux au ciel et ouvris la porte un peu plus, nous permettant de jeter un œil à l'intérieur avant d'entrer. La pièce semblait être une salle d'expérimentation dédiée au génie génétique. À environ 3 mètres, un mur de verre muni d'une porte hautement sécurisée donnait sur un sas, au-delà duquel démarrait la zone de test proprement dite. Il y avait une table avec des sangles, plusieurs cages dans un coin et une chaise elle aussi équipée de sangles. Le tout était éclaboussé d'un rouge sombre, du sang épais qui coulait encore par endroits. Je grognai en voyant ça. Puis l'odeur me frappa de plein fouet, passant au travers du sas. Ce fut comme un mur qui s'abattait sur moi, me pliant en deux. Je faillis vomir tant l'odeur était infecte. Je m'apprêtais à dire quelque chose, mais Scarlett fut plus rapide. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle en pointant son arme tout autour de la pièce, à la recherche de menaces. « Tu vas bien ?»« Tu sens pas ça ?» dis-je, les larmes aux yeux, alors que, par miracle, mon corps s'habituait à l'odeur. Mon Dieu, c'est immonde. « Sentir quoi? Juste le sang ?» répondit-elle en reniflant. Il y a autre chose. Il doit y avoir un corps, ou un truc du genre, grognai-je en me redressant, aidé par Scarlett. L'odeur commence à s'estomper. Mais sérieusement, tu n'as rien senti ? Non, c'est bizarre, murmura-t-elle. Allez, voyons si on trouve quelque chose là-dedans. À ce moment-là, rien ne me sembla étrange dans ce que je venais de vivre. Je supposais simplement que l'odeur s'était dissipée avant qu'elle n'entre, ou bien que c'était l'un de ces trucs génétiques où seuls certains individus sentent une molécule particulière. Bref, je la suivis. Le sang était sec. Il semblait dater d'au moins 1 jour et recouvrait presque toutes les surfaces. Pendant que je tournais dans la pièce à la recherche du moindre indice, je repérais une caméra dans le coin supérieur droit. J'étais sur le point de la signaler à Scarlett quand un bruit derrière nous figea net. Un léger grattement, comme si un petit animal fouillait dans quelque chose. Ce coin-là, évidemment, était le seul que nous n'avions pas encore exploré, dissimulé par un muret séparant la zone d'observation vitrée. On n'avait aucune idée de ce qui s'y trouvait. Le frottement continua, légèrement étouffé. Puis il y eut un bruit spongieux. Les sons s'arrêtèrent. Je tournai lentement la tête pour croiser le regard de Scarlett. En silence, nous nous mîmes d'accord d'un seul regard. On allait transformer ce coin en passoire. Nous retenions notre souffle, juste 1 seconde. Puis nous nous retournâmes d'un même mouvement, ouvrant le feu, vidant nos chargeurs dans le coin sombre. Les éclairs des tirs masquaient ce que nous visions. Après quelques secondes, j'arrêtai de tirer. Scarlett suivit. Je pointai ma lampe vers le coin. Un amas ensanglanté, broyé, informe. Quelle qu'ait été cette chose, elle était morte bien avant notre arrivée. « Qu'est-ce qui a bien pu faire ce bruit ?» chuchota Scarlett, sa pensée rejoignant la mienne. Je ne répondis pas. J'avais trop peur de connaître la réponse. On resta là un instant, dans le silence. Aucun de nous ne voulait vraiment s'approcher de cette masse informe. « Bon, j'y vais », soupirai-je en rengainant mon arme. « Mais tu me revaudras ça. » Elle leva les yeux au ciel tandis que je m'avançais prudemment vers la forme qui brillait d'une lueur malsaine sous la lampe torche. De plus près, je distinguais presque la forme d'un torse humain, bien qu'il ait été atrocement mutilé
Toute la peau, du moins celle tournée vers nous, avait été arrachée, ce qui expliquait l'aspect sanglant. Il ne restait qu'un seul bras, le gauche. Il était coincé sous le corps, que je dus soulever pour le dégager. La main serrait quelque chose, un bout de papier semblait-il. Je tentais de le lui arracher. « Dépêche-toi » pressa Scarlett. J'ai cru entendre quelque chose dans le couloir. « C'est juste ton imagination », répondis-je en tirant sur le papier. Il était solidement coincé, et la personne avait dû le serrer dans un point de fer. Puis, au moment où le cadavre relâchait enfin son emprise, quelque chose surgit de son dos. Une explosion de griffes, de dents et une queue. Je trébuchais en arrière, criant alors que la chose me sautait dessus. « C'est quoi ça » s'écria Scarlett, qui fixait l'entrée du couloir juste avant. Une fois mon choc passé, je réalisais que cette boule de rage n'était qu'une toute petite chose. Un rat. Plutôt gros, d'accord, mais quelque chose n'allait pas. Je ne suis pas un expert en rats, mais sa démarche, l'expression éteinte dans ses petits yeux noirs. Il y avait quelque chose d'anormal. « Quel bébé » se moqua Scarlett en m'aidant à me relever, alors que je jetais le rat dans le coin opposé, loin du cadavre. « Quoi ? Un petit rat t'a fait peur ?» « J'aime pas ça, » dis-je, parlant de toute la situation. « Il y a quelque chose qui cloche ici. » Scarlett regarda autour d'elle, observant le carnage. « Vraiment ? T'as une équipe de singes surmenés qui t'ont soufflé ça ?» Ce rat, il n'était pas normal, insistai-je, ignorant son sarcasme. Et ce lieu, pourquoi est-il couvert de sang? C'était un corps humain. Était. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? C'est alors que j'entendis ce que Scarlett avait probablement capté plus tôt. Un bruit sourd contre du métal. 3 coups lents, étouffés. Puis, un gémissement creux résonna dans le couloir. « C'était... » murmurai-je, laissant ma phrase en suspens. « Ouais, » répondit-elle, aussi bas. « Et quoi que ce soit, c'est entre nous et la sortie. » Sans un mot, je sortis à nouveau mon arme, fis un signe vers la porte, et nous nous faufilâmes prudemment hors de la salle d'expérimentation. Alors que nous sortions, le rat fila derrière nous, nous faisant sursauter. Nous partîmes en silence, avec une entente tacite. Si cette chose décidait de se manifester à nouveau, nous irions l'affronter. De toute façon, on allait sûrement passer un peu trop de temps avec elle dans les jours à venir. Autant faire connaissance tout de suite, pensais-je. Je n'avais pas vraiment envie de rencontrer cette chose. Je ne le ferais que si c'était inévitable. Mais au fond de moi, j'espérais que ça ne le serait pas. Mais, comme souvent, mon espoir fut vain. Avant même que nous ayons parcouru la moitié du chemin, un hurlement terrifiant retentit depuis la porte que nous venions de passer. Et avant même que nous ayons pu réagir, quelque chose frappa violemment le hublot en verre au sommet de la porte. Je fis un bond en arrière, braquant mon arme sur ce petit cercle de verre d'à peine 20 cm de diamètre, alors que quelque chose glissait contre la vitre, laissant une traînée de ce qui ressemblait à du sang. Je posai un doigt sur mes lèvres. Scarlett me jeta un regard et hocha la tête. Aucun mouvement pendant un instant. Je m'approchai lentement de la poignée quand... La chose derrière la porte poussa un rugissement énorme et cogna sa tête contre la vitre. Je sautai, littéralement, puis repris mes esprits et pointai mon arme sur le hublot. Ce que je vis me glaça le sang. Malgré la distorsion du verre, je pouvais dire que c'était humain, ou du moins ça l'avait été. Des cheveux noirs collés par le sang, qui ruisselaient sur la vitre à mesure que la créature s'y appuyait plus fort. Sa peau avait une teinte humaine, mais elle était tendue, cireuse, fragile comme du papier. Mais le pire, c'était ses yeux. Le vide dans les yeux du rat était ici 100 fois pire. 2 trous noirs, sans iris, sans blanc, sans vie, juste du noir absolu. Tandis que la créature martelait la porte, d'autres gémissements et coups sourds commencèrent à résonner dans le couloir. D'autres créatures, partout autour de nous, et certaines portes n'étaient pas verrouillées. « Il faut y aller !» criai-je, couvrant le vacarme, et nous nous mîmes à courir en direction du hall. Des mains jaillirent de l'ombre pour nous agripper. L'une d'elles tenta même de me plaquer, mais aucune ne représenta un danger immédiat jusqu'à ce qu'on atteigne les derniers mètres avant la sortie. Là, une porte s'ouvrit brusquement,
et je rentrai dedans de plein fouet. Le choc me déséquilibra et me fit tomber. Mon arme glissa hors de ma main et disparut dans l'obscurité. J'entendis Scarlett jurer. Elle allait tirer quand l'une des créatures m'attrapa par derrière. « À l'aide !» criai-je, encore sonné, en luttant contre ce qui me retenait. Scarlett se retourna, mais dans sa distraction, celle qui avait ouvert la porte l'attrapa à son tour. Elle lui donna un coup de coude dans l'abdomen, voulant se dégager en passant dessous, mais la chose ne broncha pas. Au lieu de cela, elle recula sa tête et la planta violemment dans le haut du bras de Scarlett, arrachant la chair avec férocité. Elle hurla de douleur. De mon côté, j'évitais de justesse le même sort. J'avais réussi à saisir la tête de la créature pour la tenir à distance, mais elle était forte, infatigable. Je sentais mes forces faiblir, quand soudain, une porte s'ouvrit en grand devant moi. D'abord, je crus que d'autres créatures arrivaient pour achever ce qui restait de nous. Je pensais que c'était la fin. Je fermais les yeux. Je relâchai légèrement ma prise. Mais ce ne furent pas des crocs que je sentis. Un bruit sourd retentit. Le poids sur moi disparut. J'ouvris les yeux. La créature avait été projetée en arrière, le visage enfoncé. « Debout, allez !» cria une voix. Une silhouette apparut dans mon champ de vision, une main tendue vers moi. « Allez, faut dégager d'ici !» J'acceptai son aide. En me relevant, je vis qu'il portait un masque chirurgical. Puis, je vis qu'il tenait un pied de biche. Devant mon regard confus, il dit « J'expliquerai plus tard. Il faut fuir maintenant. » Scarlett luttait encore faiblement contre la créature qui lui mordait le bras. Je courus vers elle, attrapai la tête de la chose et commençai à écarter ses mâchoires de force. « Allez, vas-y !» soufflai-je à Scarlett. Libérée de la mâchoire de la bête, elle se précipita vers la sortie. Je la suivis peu après, une fois que j'eus suffisamment sonné la créature pour qu'elle ne nous poursuive pas immédiatement. Cependant, durant ce bref laps de temps, la voie vers la sortie commença lentement à se refermer, à mesure que d'autres créatures arrivaient. Poussé par une montée d'adrénaline, je me lançai en avant, en percutant deux d'entre elles de plein fouet. Quand l'une d'elles me sauta dessus, je saisis son poignet dans un geste instinctif, un réflexe que je connaissais par cœur, et je brisai son os fragile. Puis, je plongeai vers la sortie, enroulant mon corps dans une roulade pour passer l'ouverture, et dès que je fus passé, notre sauveur masqué claqua la porte derrière moi, verrouillant plusieurs loquets que je n'avais pas vus avant. Il semblait avoir été installé à la hâte, sûrement après l'apparition de ces choses. Haletant, je me remis lentement debout. Scarlett était assise contre le bureau de la réception, tenant fermement son bras d'où le sang s'échappait en filet. L'homme au masque se retourna vers moi après avoir verrouillé la porte. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» soufflai-je. « Je suppose que vous êtes du FBI ?» fit-il remarquer. « Je vais tout vous expliquer. Ne vous inquiétez pas. Enfin, si. Vous devriez vous inquiéter, mais pas pour les raisons que vous pensez. » « Ouais, » répondis-je, toujours à bout de souffle. « Je m'en doute. »« Vous allez devoir venir avec moi, » dit-il. « Je pourrai tout vous expliquer ici. Mais croyez-moi, ce sera bien plus simple une fois que vous aurez rencontré les autres. » Le trajet vers les pièces qu'ils avaient aménagées en base fut étrange. Le bâtiment semblait normal, un simple immeuble de bureau après la fermeture. À ce stade, j'avais compris que la nuit était tombée dès notre premier jour. La plupart des pièces semblaient intactes, comme si quelqu'un pouvait s'y installer et se remettre à bosser tout de suite. Mais plus nous avancions dans la section administrative, plus cette illusion se dissipait. D'abord, ce n'était que des détails. Un bureau renversé bloquant une porte, une plante en pot renversée, de la terre étalée sur la moquette. Puis, ça vira au cauchemar. Parfois, on trouvait des traînées de sang sur les murs, ou des cadavres abandonnés au sol. Des vitres brisées, des tapis lacérés, des luminaires arrachés gisaient en morceaux. Puis, nous arrivâmes dans le dernier couloir. Au fond, il y avait des portes désormais scellées menant à un ascenseur. D'après les plans que j'avais consultés, il menait au bureau de la direction. Mais nous n'allâmes pas par là. Au lieu de cela, il ouvrit la porte de la salle de conférence située au milieu du couloir, sur la gauche. Avant d'entrer,
Il se retourna vers nous, hésitant un instant. Vous feriez mieux d'attendre ici. C'est juste une précaution. Ne vous inquiétez pas. Ils n'ont jamais atteint cette zone. Je reviens vous chercher dans 1 minute. Sympa l'accueil, lançai-je, mais il était déjà entré. J'aidai Scarlett à s'asseoir, puis je glissai au sol à mon tour, non sans avoir d'abord jeté un œil à l'intérieur de la salle. Le spectacle était désolant. Environ 20 personnes, toutes dans des états divers de désespoir ou de choc. Certaines regroupées, d'autres seules. Quelques-unes soignaient 4 blessés étendus sur les longues tables de conférence, en train de se vider de leur sang. Certains portèrent des masques chirurgicaux, mais la plupart non. Notre sauveur était en pleine discussion avec 3 ou 4 personnes près de l'entrée, un peu à l'écart des autres. Je jetai un regard à Scarlett, et malgré la pénombre, je vis une larme couler sur sa joue. Je renonçai à toute tentative de discussion futile, et nous restâmes silencieux une trentaine de secondes. Puis, c'est elle qui brisa le silence. On est dépassé. Il faut qu'on trouve un moyen de contacter quelqu'un. Quelqu'un doit venir régler ça. On parlera à ce gars, répondis-je. Mais faut pas céder à la panique. Il faut rester lucide. On savait que ce genre de choses pouvait arriver. Enfin, pas ça, mais quelque chose d'aussi grave. On est préparé, on peut gérer, Et qu'est-ce qui te fait croire ça? demanda-t-elle. Qu'est-ce que t'as vécu dans ta vie qui pourrait te faire croire que tu peux gérer ça? À ce moment-là, la porte s'ouvrit et l'homme qui nous avait conduits ici ressortit. J'étais soulagé par cette diversion, car je n'avais absolument rien à lui répondre, Très bien. Je vous dois une explication. dit-il en s'asseyant de l'autre côté du couloir. Il fit une pause, comme s'il attendait une réaction, mais n'en recevant aucune, il poursuivit. Je m'appelle Jace Morrison. Je suis encore en quelque sorte, directeur de la gestion des produits chez Rion. Il y a beaucoup de choses à dire, alors je vais vous laisser choisir par où commencer. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je regardai Scarlett. Elle hocha la tête, signe qu'elle voulait poser la première question, C'était quoi ces trucs? demanda-t-elle. Est-ce que ça a un lien avec les expériences de génie génétique qu'on est venu enquêter? Sa curiosité, malgré sa blessure grave, frôlait presque l'avidité. Jace poussa un soupir. Oui, c'est lié. Ce sont les produits de ce que nous appelons la maladie IMM01. Ces choses étaient des humains. Et pour répondre à votre deuxième question, oui. Cela a un rapport avec le génie génétique. On ne sait pas encore exactement comment, mais on pense qu'un des sujets de test possédait un trait génétique latent et inconnu qui a été activé par les expérimentations. Ce trait a réagi négativement au test, ce qui a donné naissance à IMM01. Je suis sûr qu'on pourrait vous l'expliquer de manière bien plus technique, mais ceux qui en seraient capables sont dans l'état où vous les avez vus. Et ils ne sont pas en mesure de parler. Donc, vous faisiez des expérimentations sur des humains? Demanda Scarlett. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Qu'est-ce que IMM01? Comment ça se propage? Et quels sont ses effets? Demandai-je, indiquant clairement à Jace qu'il n'avait pas besoin de répondre à la remarque rhétorique de Scarlett. IMM01 est une maladie aéroportée. Cependant, elle meurt très vite, sauf si elle trouve un hôte. Une fois en lui, elle commence lentement à prendre le contrôle du corps, jusqu'à atteindre un contrôle total. À ce moment-là, elle reprogramme le cerveau. Amplification de l'agressivité, suppression des récepteurs de douleur, réduction de la pensée logique. Ce processus prend environ 12 heures, d'après nos observations. Les signes visibles de l'infection n'apparaissent qu'à partir de la 10e heure environ. Et une fois que l'hôte est transformé, la maladie peut-elle se transmettre? Demandai-je, inquiet à l'idée qu'on ait pu l'attraper durant notre altercation avec ces créatures. Il n'y a eu qu'un seul cas. Et il est survenu après que la créature ait atteint sa forme mature, ce qui se produit 24 heures après la transformation complète. À ce stade, la maladie devient fortifiée, capable de survivre indéfiniment en dehors d'un hôte, et présente dans le souffle même de la créature. Je regardai Scarlett. Je vis à son expression qu'elle venait de faire un lien qu'elle n'aimait pas. Vous étiez au courant, n'est-ce pas? Lança-t-elle d'un ton accusateur. Vous en savez beaucoup trop. Vous saviez quelles seraient les conséquences, mais, si je devine bien, vous avez choisi de continuer à étudier les créatures et la maladie au lieu d'alerter les autorités?
Puis il y a eu une fuite, et maintenant, on est là? Il soupira de nouveau. Oui, mais je vous jure que cette décision a été prise uniquement par M. Rion lui-même. Je vais reprendre depuis le début. Je suppose que vous vous demandez aussi pourquoi il y a eu une coupure radio, une grille de sécurité, et pourquoi Naomi West, la réceptionniste, est morte. Tout ça vient de notre PDG paranoïaque, Andrew Rion. C'est lui qui a ordonné les expériences génétiques dès le départ. Et lorsqu'il l'a fait, il a mis en place plusieurs protocoles de confinement pour que le siège puisse devenir autonome en cas de crise. Il s'est ensuite retranché dans les suites exécutives, où il a le contrôle total des systèmes de sécurité, du moins de ceux alimentés par les générateurs de secours. Mais avant de se barricader avec ses fidèles, il savait qu'il allait devoir faire face à des inspecteurs, comme vous. Alors, il a abattu Naomi. Il a nettoyé la blessure, l'a installée sur sa chaise pour vous appâter et gagner le temps nécessaire pour activer les grilles de sécurité et les brouilleurs de fréquence. Il est complètement délirant. Son objectif est d'attendre que chaque être vivant dans ce bâtiment soit mort, puis de relancer les opérations comme si de rien n'était. On ne peut rien faire. On ne mettra pas notre propre vie au-dessus de celle de l'humanité entière. Car si on essayait de fuir, le risque que IMM 01 s'échappe serait trop grand. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour les conséquences. Nous avons réussi à contenir toutes les créatures connues dans le couloir expérimental, mais il y en a probablement encore quelques-unes en liberté. Nous n'avons aucun moyen pour détecter l'infection, donc si vous pouviez passer la nuit dans un autre bureau? Oh ouais, bien sûr, répondis-je. Je veux dire, y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour son bras? Je crois que le saignement s'est arrêté, mais si ça s'infecte, ça pourrait être mortel. Il leva les mains, impuissant. Nous n'avons aucun matériel médical. Si le sang s'est arrêté, c'est tout ce que j'aurais pu faire. Scarlett hocha la tête, sombrement, et sans un mot de plus, Jace retourna dans la salle de conférence. Une fois la porte refermée, elle me regarda. « Tu penses toujours qu'on est prêt pour ça ?» demanda-t-elle. « C'est pire que ce qu'on pensait, » répondis-je, répétant ses propres mots d'un peu plus tôt. « Tu sais comment on va sortir d'ici, hein ?» demanda-t-elle encore. Je souris faiblement, regardant au fond du couloir, vers les portes métalliques scellées. « Bien sûr, » répondis-je. Malgré son pessimisme soudain, elle gardait cet esprit rationnel et calculateur qui l'avait tant aidé pendant l'entraînement. Nous étions encore sur la même longueur d'onde. « Allez, aide-moi à me lever, » dit-elle. « Je vais pas dormir ici. » Trouvons un bureau sympa ou quelque chose du genre. L'espoir, même fragile, lui avait remonté le moral. Je l'aidai à se relever, et nous marchâmes quelques minutes avant de trouver un bureau convenable. Je l'aidai à s'allonger sur un canapé assez moelleux. Mais alors qu'elle s'installait, elle s'arrêta, me fixant avec un air intrigué. « Quoi ?» demandai-je. Son regard d'abord curieux se mua en peur. « Donne-moi ta lampe torche !» ordonna-t-elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je, regardant derrière moi. « Donne-la-moi !» s'écria-t-elle. Je m'exécutai sans discuter et lui tendis la lampe. Elle l'alluma, puis la pointa directement sur mes yeux. « Ah !» protestai-je en me couvrant le visage. « Mais qu'est-ce que tu fais? Range-moi ce truc !»« Montre-moi tes yeux !» exigea-t-elle. Je les ouvris à contre-cœur, plissant les paupières sous la lumière agressive. « Dexter, tes yeux !» murmura-t-elle. « Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'il y a avec mes yeux? »« Ils sont noirs !» Qu'est-ce que tu veux dire ?» commençai-je, puis je compris. Scarlett se redressa lentement sur son bras valide et se recula en rampant. « Reste là !» dit-elle, la peur dans les yeux. « Quoi? Je ne suis pas... » commençai-je, avant de m'interrompre. Je reculai lentement d'un pas, posant la main sur ma joue. C'était peut-être mon imagination, mais ma peau semblait cireuse, comme celle des créatures. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Jace a dit que ça prend 12 heures pour que la transformation soit complète, pas vrai? Tu seras tranquille jusque-là, répondit-elle. Mais sa voix manquait cruellement de conviction. Et encore moins convaincante était sa main, qui descendit lentement jusqu'à sa hanche, à quelques centimètres de son arme. Je vais aller le chercher et lui dire. J'acquiesçai,
nerveux, faisant les 100 pas. Je ne me sentais pas différent, comme on pourrait l'attendre d'un porteur d'un virus qui altère l'esprit. La seule chose nouvelle, c'était la paranoïa. Est-ce que les créatures allaient encore m'attaquer? Ou allaient-elles me reconnaître comme l'un des leurs? L'obscurité me paraissait suffocante, elle m'enveloppait, et j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. J'étais totalement désorienté, en pleine panique. Que pouvais-je faire? Que fallait-il faire? Si je devenais l'une de ces choses, est-ce que je finirais par tuer Scarlett? Les secondes me parurent des heures, jusqu'à ce qu'elle revienne enfin avec Jace. Elle lui expliqua rapidement la situation. Bon, il n'est clairement pas contagieux. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter d'être près de lui, du moins pour l'instant, dit Jace. Mais je n'ai pas grand-chose de positif à annoncer. On n'a aucune idée de ce à quoi un remède pourrait ressembler. Et même si on en avait une, il serait impossible à fabriquer, sauf si on avait par miracle tous les ingrédients ici, dans ce bâtiment. Mon Dieu, comment ai-je pu oublier les yeux? Quand est-ce que je l'ai attrapée? Demandai-je. Et pourquoi Scarlett ne l'a-t-elle pas? Jace répondit par une autre question. Tu te souviens d'une odeur vraiment forte? Quelque chose d'absolument infect, au point de te donner la nausée, probablement autour de la salle d'expérimentation si tu es allé jusque-là? Oui, dès qu'on est entré, répondis-je en me remémorant l'odeur. Elle s'est atténuée après un moment. Qu'est-ce que c'était? C'était ça, répondit Jace d'un ton grave. Le virus a une odeur particulière. Une fois que tu l'as senti, tu as un petit délai pour t'enfuir. Mais si tu t'y habitues, alors c'est trop tard. Il est déjà en toi. Et pourquoi Scarlett ne l'a pas attrapé? Demandai-je. Tout le virus est allé en moi? Jace jeta un regard à Scarlett, sans répondre immédiatement. Puis il eut un sursaut. Attends, tu l'as senti, toi? Demanda-t-il vivement. Non, pourquoi? Répondit-elle. Jace sauta littéralement en l'air, levant le poing. Merci, mon Dieu, s'écria-t-il. Il y a de l'espoir. Quoi? Demanda-t-elle, soudain animée. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es immunisé, dit-il en lui saisissant les épaules. Quand les scientifiques faisèrent les tests, ils ont pris en compte la possibilité d'une immunité. Ils disaient que l'incapacité à sentir l'odeur du virus pouvait être un signe précoce d'immunité. Que lui soit infecté et pas toi, c'est hautement probable que tu sois immunisé. Vraiment? Demanda-t-elle, les yeux grands ouverts. C'est incroyable. On peut utiliser ça pour aider Dexter? Jace poussa un long soupir. Il y a peut-être un moyen. Ce sera difficile, et si ça ne concernait que toi, je ne le tenterai pas. Trop aimable, marmonna Scarlett. Je sais que ça sonne dur, désolé, dit-il. Mais ce plan suppose de reprendre les bureaux de direction, ce qui signifie sortir d'ici. Il y a quoi dans ces bureaux? Demandai-je. La scientifique en chef. Elle n'était pas totalement du côté de Rayon, mais il l'a forcée à rester, au cas où il aurait besoin d'un expert. Elle s'appelle Julia Russell, et elle avait accès aux premiers essais de remèdes. Aucun n'a fonctionné, mais avec les bons anticorps, on m'a dit qu'il pourrait marcher. Donc les anticorps pourraient être dans mon sang? Demanda Scarlett. Il acquiesça. Mais le temps presse. Il nous reste 8, 9 heures, peut-être, avant qu'il ne soit trop tard, dit Jace. Une fois que Dexter sera transformé, le remède ne fonctionnera plus. J'imagine que tu as un plan? Demandai-je. Et pour la première fois, un sourire se dessina sur son visage. J'espérais que tu poserais la question, dit-il. Tu get Mars. Le plan était relativement simple, en théorie. Scarlett et moi devions passer par les conduits d'aération pour atteindre les étages supérieurs. Une fois là-haut, je chercherais la scientifique pendant qu'elle activerait l'ascenseur, permettant à des renforts de nous rejoindre en cas de résistance. Une fois la scientifique trouvée, elle préparerait un sérum auquel on ajouterait le sang de Scarlett pour me soigner. Ensuite, nous pourrions contacter le FBI et, avec un peu de chance, quitter ce maudit endroit. Nous avions passé la dernière demi-heure à étudier les plans, car les plans des étages et du système de ventilation étaient accessibles depuis les bureaux où nous nous trouvions. Maintenant, nous étions presque prêts. « Comment tu te sens ?» demanda Scarlett alors que nous étions assis dans un des bureaux.
juste sous la dalle de sol par laquelle nous allions grimper. Je sais pas trop, répondis-je. Ça va dans l'ensemble, mais parfois je sens comme quelque chose en moi. C'est peut-être juste dans ma tête, mais j'ai l'impression que ça monte, et que si je ne fais rien, ça va prendre le contrôle. Elle hocha la tête, sans répondre. J'avais commencé à me détendre. Je savais que le remède était à portée de main, et plus grand-chose ne pouvait mal tourner. Jace nous avait dit que Rion possédait le seul pistolet dans les étages supérieurs, et qu'un homme seul avec une arme ne tiendrait pas face à nous. Nous avions été entraînés des dizaines de fois pour ce genre de scénario, et connaître le plan des lieux sur le bout des doigts ne pouvait que nous avantager. Environ 5 minutes plus tard, Jace revint. Il frappa à la porte en entrant. « On est prêt quand vous l'êtes. Comment ça va ?» Je compris que la question m'était destinée. « Eh bien, j'ai pas encore envie de manger de la chair humaine, donc on peut dire que ça va. » Je vis la commissure de ses lèvres se relever dans l'obscurité. « C'est bien de garder ton humour. Ça aide à rester humain. Bon. Vous connaissez le chemin. À vous de jouer. » Et il repartit attendre avec l'équipe qu'il avait désignée pour nous soutenir. Il ne parlait jamais pour rien dire. Il disait ce qui devait être dit, rien de plus. Je le connaissais à peine depuis ce jour, mais c'était déjà évident. Je me relevai du bureau contre lequel j'étais appuyé. Autant y aller, pas de meilleur moment que maintenant. Scarlett était tout aussi prête, du moins en apparence. « D'accord, » répondit-elle. Et nous entamâmes le laborieux processus d'entrée dans le conduit d'aération situé au-dessus de nous. Une échelle avait été récupérée dans un placard, mais le plus dur n'était pas d'y accéder. C'était de répartir mon poids pour éviter d'effondrer une partie du système, simplement en m'y suspendant. Il nous fallut environ 5 minutes pour monter, sans incident, puis nous commençâmes à ramper lentement dans le tunnel métallique exigu. Nous avions mémorisé l'itinéraire, mais le risque de rater un virage ou d'oublier une descente restait réel. Alors nous avancions en silence absolu, concentrés sur la tâche. J'étais plein de confiance à l'approche de notre destination. Le dernier obstacle avant d'atteindre les étages supérieurs était cependant de taille. Un puits vertical de 6 mètres que nous devions grimper uniquement par friction. J'atteignis la paroi plus tôt que prévu. Mes mains la touchèrent avant que je ne m'y attende. « On y est », soufflai-je à Scarlett, pour éviter toute collision. « Ok, évite de me tomber dessus, » répondit-elle tout bas. « Ce serait con de survivre à une attaque de zombies pour crever à cause d'un partenaire maladroit. » « Tss », fis-je en souriant dans le noir, en levant les yeux au ciel. Je vérifiai qu'il n'y avait rien au-dessus de moi, puis je me mis debout. Je pris un instant pour étirer mes jambes, puis je me préparai à grimper. Un instant, j'hésitais à coincer ma lampe torche dans ma bouche pour me rassurer, mais je décidai que ce n'était pas nécessaire. Comme le reste des conduits, je connaissais ce puits par cœur. Je plaçais mes mains de chaque côté du conduit, les appuyant contre les parois pour tester leur adhérence. Puis je poussais sur mes jambes, quittais le sol et entamais l'ascension. Ce fut épuisant. Je progressais centimètre par centimètre. À mi-hauteur, mes bras, mes jambes, mon torse. Tout me faisait mal. Mais je ne lâchais pas. Je savais ce qui était en jeu, et je savais que j'étais capable d'y arriver. Alors je restais calme, concentré, montant toujours plus haut. 6 mètres peuvent sembler peu, mais avec ce genre de déplacement, c'était interminable, d'autant que les bruits métalliques du conduit me faisaient croire qu'il allait s'effondrer à tout moment. Mais j'atteignis le sommet. Quand ma main trouva enfin le rebord, je poussai un soupir de soulagement. Même si j'avais été confiant, le doute était toujours là, et j'étais soulagé d'avoir eu tort. Puis, tout bascula. Un hurlement, identique à celui entendu dans la salle d'expérimentation, surgit de l'obscurité. Une main surgit aussitôt, s'agrippa à la mienne, essayant de me faire lâcher prise. Elle y parvint presque. Mais je réussis à attraper le bord de l'autre main juste à temps, me sauvant moi et Scarlett d'une chute brutale. « Qu'est-ce que c'est ?» cria-t-elle alors que je luttais pour grimper avant que la créature n'arrive à ses fins. Sans gaspiller mon souffle à répondre, je me laissai glisser légèrement, puis je remontai d'un coup sec, utilisant l'élan pour faucher les jambes de la créature. Le coup porta, elle se cogna violemment la tête contre le métal, étourdie.
Je profitais de l'ouverture pour me hisser et appeler Scarlett. « Il y a des créatures ici, dépêche-toi !» Le conduit était plus haut à ce niveau. Je pouvais presque me tenir debout. Il faisait toujours sombre, mais j'apercevais plusieurs formes plus loin dans le tunnel. « Viens vite, il y en a d'autres !» Je saisis la créature encore sonnée, l'écrasai contre le mur, puis lui envoyai un coup de botte dans le dos, la projetant vers les autres. Ensuite, je tendis la main à Scarlett pour l'aider à grimper. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. « Pourquoi elles sont là ?» « J'en sais rien, mais c'est mauvais signe, » répondis-je. « On les élimine d'abord, on réfléchira ensuite. » Elle hocha la tête. Nous fonçâmes dans le groupe. Ils étaient 5, y compris celui que j'avais déjà sonné. Scarlett décocha aussitôt un coup de pied retourné à l'un d'eux, le projetant au sol. Je posai le pied dessus et bondis vers le suivant, lui envoyant un coup de poing en pleine gorge. Je l'avais touché, et je me préparais à esquiver le retour de coup. Mais il ne vint jamais. Au lieu de ça, la créature se détourna pour courir après Scarlett. Sans réfléchir, je la plaquai contre le mur, la percutant de tout mon poids, mais elle ne réagit même pas. Elle ne tentait pas de me frapper, seulement de se débattre pour rejoindre Scarlett, qui était occupée à balancer 2 autres créatures par-dessus le rebord. « Elle ne m'attaque pas !» lui criai-je, commençant à comprendre pourquoi. Je me baissai, attrapai la créature et la lançai par-dessus mon épaule en direction du rebord. Elle s'écrasa lourdement au sol. Je n'étais pas assez fort pour la projeter jusqu'au bout, mais son élan la fit glisser dans le vide. Elles doivent sentir le virus en moi. Elles m'ignorent complètement. « Chanceux !» grogna Scarlett, alors que les 2 dernières créatures s'approchèrent d'elle. « Tu veux m'aider, oui ou non ?» Je me jetai dans la mêlée, lançant un coup de poing retourné au plus proche. Le coup effleura sa tête sans trop de dégâts, mais la créature chancela, et je la poussai violemment, l'envoyant percuter l'autre. Celle-ci tomba par-dessus bord, mais la première parvint à se rattraper, vacillant au bord de l'abîme. Scarlett termina le travail en lui plantant un coup de pied en pleine poitrine, la regardant tomber dans le noir. Nous nous dirigeâmes rapidement vers le conduit par lequel nous devions entrer, et en marchant, elle dit « Tu crois que ça veut dire que tu es en train de te transformer ?» « Je ne sais pas, » répondis-je. « Si ce n'est pas encore le cas, ça ne doit plus tarder. On ferait mieux de se dépêcher. » Nous parcourûmes le reste du chemin en courant. Une fois arrivé, j'ouvris rapidement la grille du conduit et descendis à l'intérieur. Ce qui me frappa aussitôt, c'est que les lumières étaient éteintes, aussi sombres qu'au niveau inférieur. Lorsque Scarlett me rejoignit, elle le remarqua aussi. « Mauvais signe, » murmura-t-elle. « Tu crois que les créatures auraient pu… » « Comment le virus serait-il monté ici ?» demandai-je, anticipant la question. À moins que la scientifique ou quelqu'un dans le labo. La pensée s'effaça dans l'obscurité. « Finissons-en, » dit Scarlett. J'aurais voulu avoir un moyen de communiquer avec elle, avec quelqu'un. Mais c'était impossible à cause du brouillage radio. Avant même que je puisse y réfléchir, elle était déjà partie, et je me retrouvais seul dans ce couloir sombre. Je posai la main contre le mur pour m'orienter et me mis en route vers le bureau principal où Jace pensait que la scientifique était retenue. J'avançais doucement, préférant perdre du temps plutôt que de risquer d'être entendu. Tout était vide, aucun signe de vie, ni même les signes de mort qu'on avait vus en bas. Juste rien. Je me hâtais dans les couloirs, refusant de tenter le diable. Au bout d'un moment, j'arrivai devant le bureau intérieur, celui d'Andrew Ryan. L'entrée était luxueuse, 2 grandes portes en bois massif, encadrées d'un système de sécurité moderne, dont un scanner rétinien à droite de la porte. Les portes étaient au bout d'un long couloir. Je venais à peine d'y entrer, mais même dans le noir, je pouvais dire que quelque chose n'allait pas. Elles étaient grandes ouvertes. Ce n'était pas bon signe. Je me dis qu'il y avait eu une fuite et que les survivants avaient tenté leur dernière résistance dans le bureau de Rion. Visiblement, cela ne s'était pas bien passé. Je m'approchais prudemment du bureau autrefois luxueux, et à mesure que j'avançais, une sensation maléfique monta en moi, plus forte que jamais. Elle me mit à genoux. Étourdi, je luttai pour la refouler, mais je tins bon,
Je savais ce qui était en jeu. Alors que j'essayais de me concentrer, je réalisais que bureau n'était peut-être pas le mot juste pour cet endroit. C'était plutôt un quartier général à lui seul. La pièce où je me trouvais ressemblait à un hall d'entrée d'où partaient 4 couloirs. Ils étaient bien sur les plans, mais c'était très différent de les voir en vrai. Tout ça pour un seul homme. Une image mentale de Rion se formait dans mon esprit, et ce n'était pas quelqu'un avec qui j'aurais aimé partager un café. Peu importe. Je suivis les instructions de Jace, prenant le couloir central, celui que plusieurs traînées de sang traversaient aussi. J'avais fait à peine 10 pas, quand j'entendis un bruit sourd. Quelque part devant, je me figeai, mais rien ne suivit. Je savais que je ne pouvais qu'avancer, et espérer être prêt pour ce qui m'attendait. Des portes bordèrent le couloir, toutes vides. Mon objectif était au fond, là où, selon Jace, ceux qui fuyaient l'épidémie se seraient réfugiés. Quand j'y arrivais enfin, ce n'était pas du tout luxueux, juste 2 portes simples. Plusieurs cadavres jonchaient le sol, mais je n'avais pas de temps à perdre. Je tournai la poignée, déverrouillée, mais la porte refusait de s'ouvrir. Je reculai pour la défoncer, mais avant que je puisse, l'une des portes s'ouvrit violemment. Une femme apparut, en blouse blanche en lambeaux, un pistolet braqué sur moi. « Qui êtes-vous, bon sang? Et pourquoi elle ne vous attaque-t-on pas? » Quoi? Je suis agent du FBI, je n'eus pas le temps de finir. Une vague de noirceur m'envahit, brouilla ma vision. Je tombais. Cette fois, je ne pus pas me relever. « Vous êtes infecté, n'est-ce pas? » dit-elle en tenant l'arme. « Je n'ai pas de remède. J'aimerais en avoir un, mais la formule est incomplète. Si j'avais le remède, tu crois qu'on serait encore là? » Ne tirez pas, gémais-je en levant la main. On a ce qu'il manque. Mon équipière, elle est immunisée. Allez à l'intérieur, préparez une dose. Elle va arriver, elle. Mais le virus s'empara de mon corps. Je me mis à convulser violemment. Puis, mon cerveau rationnel perdit le contrôle. Je me souviens d'images vagues. La scientifique claquant la porte. Je suppose qu'elle l'a barricadée. Puis, des flashs de couloirs, d'autres créatures. Je vaguais dans les étages sombres. Je ne suis pas allé bien loin. La scène suivante fut Scarlett courant dans le couloir. La créature que j'étais devenue s'est mêlée à la horde qui la poursuivait. Elle tira plusieurs fois. L'une des balles me toucha à la jambe, heureusement. Ça m'a cloué au sol. Sinon, j'aurais peut-être continué à la poursuivre, et quelque chose de terrible serait arrivé à l'un de nous deux. La créature rampa un moment, mais finit par abandonner. La chose suivante dont je me souviens, ce sont les lumières qui se sont rallumées. Les créatures doivent avoir une aversion pour la lumière, car cela m'a semblé extrêmement douloureux, et la créature s'est recroquevillée sur la moquette. Puis, d'un coup, j'ai repris conscience. « Ah !» criai-je en me redressant d'un coup, une douleur vive dans le bras me ramenant brutalement à la réalité. Les événements de la journée me revinrent rapidement en mémoire, et je baissai les yeux vers mes mains pour constater que le gris disparaissait rapidement. Quand je touchais mes joues, ma peau retrouvait sa chaleur et sa douceur. Je levai les yeux. Scarlett sourit en voyant la couleur revenir dans mes yeux et dit « C'est fini, on a réussi. » Dieu merci. J'ai commencé à m'inquiéter un peu, avouai-je en grognant, ce qui la fit rire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient coupé l'alimentation électrique. Expliqua Scarlett. Je ne pouvais pas activer les ascenseurs, alors j'ai décidé de revenir te chercher. Mais quand je suis arrivée, il n'y avait que le docteur Russell. Elle m'a expliqué ce qui t'était arrivé, elle a pris un peu de mon sang et on a préparé le sérum. Le problème, c'était de te retrouver dans le noir avec toutes ces créatures qui te ressemblaient là dehors. Alors, on s'est frayé un chemin jusqu'à la salle de contrôle, on a rétabli le courant et en passant, on a aussi désactivé le brouilleur radio pour appeler des renforts. Après ça, c'était juste une question de temps avant qu'on te retrouve. Alors que la circulation revenait dans mon corps, je me levai avec l'aide de Scarlett. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi les créatures étaient-elles là? Comment sont-elles arrivées dans les conduits? Le virus est respiratoire, intervint le docteur Russell. J'ai essayé d'expliquer ça à Monsieur Ryan,
mais il a refusé de l'entendre. Dès que le premier cycle de ventilation a commencé, le virus est remonté et plusieurs ont commencé à se transformer. Je me suis barricadé dans le bureau intérieur avec quelques doses du sérum. Je n'avais pas grand-chose d'autre à faire. Alors j'ai attendu. Et Rayon? demanda Scarlett, Il va devoir répondre de tout ça. Je ne sais pas. répondit-elle en haussant les épaules. Je ne l'ai pas vu depuis le début de l'épidémie ici. Il a probablement été infecté. Et s'est transformé, dit-elle en montrant les cadavres autour de nous, ou ceux qui tremblaient sous la lumière fluorescente. On peut dire que c'est une fin appropriée, soufflai-je. Détruit par la chose même qu'il a créée, On dirait bien. acquiesça Scarlett. Et les renforts, ils sont loin? demandai-je. Je ne suis pas le seul à en avoir marre de marcher sur de la moquette, Il devrait arriver d'une minute à l'autre. répondit-elle. Des équipes avancées sont en route en hélico et il paraît que Clay est avec l'une d'elles. Clay? Qu'est-ce qu'elle veut? demandai-je, Ne dis pas ça trop fort, c'est notre supérieur hiérarchique. rappela-t-elle. Mais à mon avis, on est bon pour une promotion. L'idée me réconforta, une sensation qui semblait presque étrangère après tout ce qu'on venait de traverser. Les minutes jusqu'à leur arrivée passèrent vite. Des hélicoptères atterrirent sur le toit, et des agents en combinaison hazmat descendirent par une entrée au plafond. Une fois qu'on leur expliqua qu'on avait été guéri, et que la forme aérienne du virus resterait probablement inactive pendant encore plusieurs heures, jusqu'à ce que les créatures atteignent leur maturité, Scarlett m'aida à monter à l'échelle, et plusieurs médecins s'occupèrent de ma blessure par balle à la jambe. C'était une vraie tornade d'activité, agents courant partout, scientifiques criant après eux pour qu'ils fassent attention. Mais j'étais sous l'effet d'antidouleurs légers, alors je ne percevais pas grand-chose. Une fois les choses calmées, Scarlett vint s'asseoir à côté de moi, Ils vont brûler tout le bâtiment. dit-elle. Ils ont parlé à Jace, maintenant que la société lui revient, et ils pensent que c'est la meilleure chose à faire. Il n'y a pas de conseil d'administration, Rion possédait tout, donc tout dépend de lui. Tant mieux. Il le mérite, répondis-je. Je l'ai à peine connu, mais vu comment il a géré une épidémie de virus zombies, diriger une boîte devait être le cadet de ses soucis. Bon, mission numéro 1, terminée. Pas vraiment ce que j'appelle une inspection de routine, Je vais peut-être jeter un œil à nos avantages. plaisanta-t-elle. Une retraite anticipée me tente bien, là. Je ris, mais je repris mon sérieux quand une femme s'approcha de nous. Je la reconnus immédiatement. Carmen Clay. Je tentais tant bien que mal de me redresser au garde à vous, mais elle leva la main. Repos, agent, vous en avez fait assez pour aujourd'hui. Merci, madame, répondis-je, Si mes oreilles ne me trompent pas, j'ai entendu parler de retraite. dit-elle en se tournant vers Scarlett. J'espère qu'une petite mission comme celle-ci ne suffira pas à effrayer un duo aussi prometteur. C'était juste une blague, madame. Répondit Scarlett, Mais je dirais pas non à quelques jours de repos. Bien sûr, acquiesça Clay. Pour être honnête, cette mission était incroyablement éprouvante, dangereuse, difficile. Je pourrais nommer une douzaine de vétérans qui n'auraient pas su gérer ça, et je veux que vous sachiez à quel point nous sommes tous fiers de vos efforts. Merci. Dit Scarlett. Aussi, je voulais vous informer de ce qu'ont calculé les scientifiques. Si vous ne nous aviez pas contactés, il y avait 87% de chances que le virus s'échappe du bâtiment. Et une fois dehors, 63% de chances qu'il survive au premier jour. Et s'il survivait à ce jour-là, il devenait aéroporté, avec 3% de chances qu'on parvienne à l'arrêter. Le monde vous est redevable, même s'il ne le saura jamais. Ma mâchoire se décrocha à ces chiffres. C'est grave, madame. Heureusement qu'on a pu faire notre boulot, Et nous en sommes tous reconnaissants. répondit-elle. Vous deux, vous faites un excellent duo. Vous me rappelez moi et mon ancien partenaire. Je pense que vous avez un grand avenir dans le bureau. Merci. Dit Scarlett. Ça compte beaucoup pour nous, madame. Eh bien, vous feriez mieux de partir maintenant. Nous dit Clay. Je vous accorde à tous les deux un congé payé. Allez quelque part de sympa, profitez-en. Nous lui avons assuré que nous le ferions, et Scarlett m'a aidé à monter dans l'hélicoptère qui nous attendait. Alors que nous nous envolions en direction de la base la plus proche, le soleil commençait tout juste à se lever à l'est. Pour ceux qui n'ont jamais vu un lever de soleil depuis un hélicoptère, je le recommande vivement.
C'est magnifique. Et c'est ainsi que s'est achevée ma première mission au sein de la division surnaturelle du FBI. La première, certes, mais certainement pas la dernière.